conférence du cycle Quelle éducation pour quelle société, en parlant cette fois de quelque chose qui m'est plus proche que les dernières conférences. Je m'étais mis comme ça un plan de travail pour avoir l'occasion de lire des auteurs que je ne connaissais pas trop, comme John Dewey la fois passée. Là, je vais vous parler de quelque chose que je connais beaucoup mieux depuis beaucoup plus longtemps, qui est la philosophie pour enfants, la philosophie à l'école avec des petits à partir de 5-6 ans. Alors je ne sais pas si c'est un gage, en fait, le fait que je connaisse assez bien, et depuis pas mal d'années, cette pratique-là, parce que parfois on n'a plus cette capacité d'expliquer pédagogiquement, on est tellement plongé dans une pratique que c'est difficile d'en parler voilà, en réussissant à décomposer les enjeux, les obstacles, que sais-je. Donc je vais essayer de faire ça. N'hésitez pas à m'interrompre, peut-être que j'oublie des pans énormes, peut-être que vous avez entendu parler d'une chose ou d'autre dont je ne parle pas du tout. C'est possible, on a plus de points aveugles, je crois, quand on arrive moins frais, disons, sur un domaine qu'on connaît bien. Donc voilà, philosopher avec les enfants, comment, pourquoi, quels enjeux, ce sera le thème de ce soir. Alors d'abord un mot sur Lippmann, Mathieu Lippmann, qui est celui qui a lancé un peu on pourrait dire la mode, parce que c'est presque une mode aujourd'hui, la mode de la philosophie avec les enfants. Alors Lippmann, c'était un prof d'université aux États-Unis, à l'université Montclair, prof en logique, et qui avait en face de lui des étudiants qui avaient une bonne vingtaine d'années et qui se rendaient compte qu'en fait c'était trop tard pour faire des cours de logique. Ils pouvaient très bien réussir un examen de logique parce qu'ils étudiaient, parce qu'ils appliquaient mécaniquement un certain nombre de règles de raisonnement formelles, mais ça ne structurait pas autrement leur pensée. Ils réussissaient un cours de logique, point, et puis ils classaient, et ça n'avait absolument rien changé dans leur mécanisme de pensée. Donc ce que s'est dit Lippmann après un certain nombre d'années d'enseignement et un peu désabusé, c'est qu'il fallait absolument commencer beaucoup plus tôt pour avoir une emprise beaucoup plus structurelle sur les processus de pensée. Donc il a établi une sorte de programme de philosophie qui devait couvrir tout le cycle du primaire et du secondaire, de 6 à 18 ans, et qui était structuré de la façon suivante. Lippmann a écrit avec sa collègue Anne-Margaret Sharp un certain nombre de romans philosophiques, 7 au total, autour de thématiques qui vont de l'amour, l'amitié, aux thématiques plus sociales et politiques pour les enfants plus âgés, pour les adolescents. Et effectivement, il s'appuyait sur Piaget et les stades de l'intelligence de Piaget, en même temps qu'il s'appuyait aussi sur une certaine connaissance, disons, des thématiques susceptibles d'intéresser les enfants selon l'âge auquel ils arrivaient, pour écrire ces romans. Alors ce sont des romans philosophiques, ça veut dire qu'ils mettent en scène sous une forme de dialogue des personnages qui ont l'âge, plus ou moins, du public auquel ils s'adressent, mais que ces romans sont philosophiques parce qu'ils véhiculent finalement non seulement les grands problèmes philosophiques, les grandes questions sur la connaissance, sur la liberté, sur la vie et la mort, enfin que sais-je, les grands problèmes philosophiques sont un peu abordés avec les grandes tensions qui s'offrent dans l'histoire de la philosophie entre des courants différents qui offrent des alternatives dans ces questions, ces grandes questions existentielles, mais de façon cachée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'exposer la philosophie de Platon, d'Aristote, de Descartes, etc., mais de voir comment ces philosophes offrent certaines réponses à ces questions existentielles et de les faire incarner par des personnages qui sont très jeunes et qui se posent des questions, qui font des hypothèses, et qui se contredisent et qui cheminent comme ça dans un dialogue
qui cheminent pour trouver des réponses plus ajustées. Alors, ce programme de philosophie pour enfants a eu un impact retentissant. Disons que aujourd'hui, à peu près partout dans le monde, sauf peut-être en Afrique, qui de ce point de vue-là est resté hermétique, disons, à la philosophie. Il y a un enseignement philosophique, mais un enseignement philosophique académique, mais il n'y a pas de pratique de philosophie pour enfants en Afrique. À peu près partout dans le monde, il y a des héritiers de Mathieu Lippmann. On retrouve ça, disons, depuis Lippmann, c'est fin des années 60, son premier roman philosophique. Et maintenant, depuis une vingtaine d'années, je dirais qu'il y a partout des centaines, des milliers d'enfants qui sont concernés maintenant par cette méthode spécifique de philosophie. Je viendrai un peu après avec qu'est-ce que ça peut signifier faire de la philosophie avec les enfants, quelles en sont les difficultés, quels en sont les partis pris, etc. Pour l'instant, je brosse quelque chose de plus superficiel, disons, sur le destin de Lippmann et de la philosophie pour enfants. Il y a d'autres pratiques qui sont venues se greffer, qui sont venues s'ajouter. Comme toujours, quand quelque chose commence à marcher, quand quelque chose mobilise des énergies, des enthousiasmes, eh bien, il y a des courants alternatifs qui se créent. Donc il y a Lippmann qui est un premier courant qui est très centré autour de deux enjeux principaux. C'est un enjeu démocratique, comment, dans la lignée de John Dewey, faire de la philosophie collectivement en essayant d'insister sur les phénomènes de coopération, comment réussir à faire coopérer des enfants qui n'ont pas du tout les partis pris de la coopération, qui ont plutôt tendance à se référer seulement à eux-mêmes, qui ont plutôt tendance à vouloir dire ce qu'ils pensent comme ça, sans s'intéresser particulièrement à ce que disent les autres du même âge. Donc, comment réussir à les rendre conscients des exigences de la coopération, à leur donner envie de coopérer et à les rendre de plus en plus aptes à la coopération. Donc ça, c'est le premier enjeu, démocratique, disons. Le deuxième enjeu, philosophique, est centré finalement autour de ce que Lippmann appelle les habiletés de pensée. Alors c'est quoi les habiletés de pensée? C'est une sorte, on pourrait dire, d'impensé de la philosophie académique. Quand on fait de la philosophie à l'université, en général, ce qu'on fait, c'est de l'histoire de la philosophie. On passe en revue les grandes théories, les grandes doctrines, disons. Ça peut être aussi une histoire problématique de la philosophie, autour d'une question, voire des thèses différentes s'affronter. Mais ce qu'on ne fait pas, c'est rendre conscient, c'est-à-dire rendre explicite tous les mécanismes de pensée qui sont en jeu quand on fait de la philosophie. Donc ce qu'a fait Lippmann, c'est essayer d'isoler un certain nombre de compétences qui sont travaillées dans la philosophie. Alors qu'est-ce que ça peut être? On pourrait dire argumenter, voilà une de ces compétences évidentes, c'est-à-dire soutenir par un ensemble de raisons la position qui est la sienne. Mais voilà, ça reste encore vague. On peut faire bien d'autres choses quand on défend un avis, par exemple. Déjà, on peut non seulement défendre un avis, mais on peut aussi émettre une hypothèse. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a une différence entre faire une hypothèse dans ce « et si », c'est-à-dire un effet de décollement. C'est pas que j'affirme un truc que je veux défendre, c'est que je vais faire une hypothèse. Déjà, rien que ça, rendre un enfant conscient qu'il n'y a pas simplement la possibilité d'affirmer son avis, mais de faire de son avis une hypothèse qui va gouverner une recherche. Déjà, rien que ça, il y a tout un trajet qui est effectué et qui permet une distance par rapport à ce qu'on pense. De façon globale, la conscience des habiletés de pensée, ce sera toujours l'envie d'opérer cette distance qui permet d'évaluer ce qu'on dit, ce qu'on fait quand on prend la parole dans une discussion. Les autres habiletés de pensée, donner un exemple. Les enfants ne cessent de donner des exemples, c'est-à-dire ne cessent de s'appuyer sur leur vécu individuel singulier. Ils commencent presque chacune de leurs phrases dans une discussion philosophique, par
par exemple. Sauf que vous voyez qu'il y a une grande différence entre commencer une phrase par exemple et avoir conscience qu'on est en train de s'appuyer sur un exemple. Alors, ça veut dire que si on a conscience qu'on s'appuie sur un exemple, on a aussi conscience du statut épistémologique de l'exemple. C'est-à-dire qu'un exemple, ce n'est rien qu'une situation singulière qui vient à l'appui d'une thèse plus générale et qui ne peut pas la prouver. Ce n'est pas un exemple. Un exemple, c'est rien qu'une situation qui vient illustrer, mais évidemment, il y a un écart entre une situation singulière et une règle générale. Il faudrait une addition de situations singulières pour que la règle générale puisse commencer à avoir un certain fondement. Un contre-exemple, ce n'est pas du tout la même chose. Si vous faites une affirmation générale, il suffit qu'il y ait un seul contre-exemple pour que votre affirmation générale soit invalidée. Donc voilà, c'est comment rendre les enfants, dès le plus jeune âge, conscients de tous ces processus de pensée, avec un enjeu égalitaire déterminant qui n'est absolument pas retrouvé dans la philosophie académique. C'est que dans la philosophie académique, comme tout ça est caché, implicite, ce sont les élèves qui ont les codes, c'est-à-dire les élèves qui viennent de bonnes familles, des familles qui ont un certain capital culturel, qui sont capables d'être conscients de leurs opérations de pensée et qui sont capables, par mimétisme, finalement, de reproduire les habiletés de pensée qui sont utilisées par les profs quand ils font un cours ex cathedra. Ça demande toute une capacité de décodage, de voir les éléments déterminants que n'ont pas ceux qui viennent du milieu social où ça va moins de soi. Or, réussir à l'université, on pourrait dire, même pas simplement en philosophie, à peu près dans toutes les disciplines, vous réussirez beaucoup plus facilement à l'université si vous avez cette distance qui vous permet d'annoncer ce que vous allez faire. Un étudiant qui commence une phrase à un examen oral par il y aura 3 points dans mon exposé. Je vais commencer par soutenir une thèse, puis je vais essayer de voir quelles sont les objections que je peux lui formuler, et ensuite je verrai comment on peut passer au-delà de ces objections. C'est quasiment gagné. Un étudiant qui est capable de ça, c'est sûr qu'il a 1000 années-lumière d'avance sur un étudiant qui, le nez collé sur la matière, n'a pas distingué l'essentiel de l'accessoire, n'a pas de distance par rapport à ce qu'il fait, n'a pas de conscience de ce qu'il est en train de faire. Donc en fait, en explicitant, en exposant de façon tout à fait claire les processus de pensée, ce que voulait faire Lippmann, c'est aussi une œuvre finalement d'égalité, d'égalisation. Il n'y a plus besoin de venir d'un milieu qui vous donne les codes, parce que les codes, on va les exposer, on va les expliciter, on va les décliner. Alors, je vous disais, Mathieu Lippmann, communauté de recherche philosophique, ça c'est un courant. Il va y avoir une série d'autres courants, dont je vous dis juste un autre. Il y a d'abord Tozzi. Tozzi, c'est la discussion à visée philosophique et démocratique. Tozzi vient de Montpellier, prof d'université, philosophe, de formation, doctorat en philosophie, mais prof en didactique de la philosophie, c'est-à-dire dans une faculté de pédagogie. Alors, au passage, il y a des enjeux de pouvoir évidents et des enjeux de lutte institutionnelle derrière ça. Par exemple, il va de soi que Tozzi ne pouvait pas en France être dans une fac de philosophie. Il y a une sorte de rupture complète en France entre la philosophie académique, qui fonctionne selon un certain prestige de la discipline, et ce prestige est lié à une certaine complexité. Donc on ne peut pas philosopher à 6 ans, ça ne parle pas de la même chose. Donc une rupture entre la philosophie académique et les pratiques de philosophie pour enfants qui peuvent éventuellement être accompagnées d'une recherche universitaire, mais pas dans les facs de philo, dans les facs de pédagogie. De façon générale, on peut dire que c'est vrai aussi pour la Belgique, hélas, je dirais. La didactique de la philosophie est complètement négligée, on pourrait même dire la didactique de toutes les disciplines. On s'intéresse à la didactique quand on a des enfants en face de soi, éventuellement des ados et encore.
je veux dire, à partir du moment où ils ont 15-16 ans, c'est quand même d'abord la formation dans les matières qui compte, et pas du tout la formation didactique, c'est-à-dire la formation qui vous dit comment apprendre à apprendre, comment apprendre à faire de la philosophie. Voilà une chose qu'on apprend à peine et qu'on apprend de moins en moins pour la raison très structurelle que les postes de didactique commencent maintenant à être plus ou moins éliminés. Dans chaque université, on les réduit. C'était un poste quand moi j'y étais il y a 15 ou 20 ans. Maintenant, c'est un demi-poste à Liège. Voilà. Et c'est très représentatif de ce qui se fait à peu près partout. On considère que la philosophie n'a pas à avoir de didactique. Elle est à elle-même sa propre didactique. Allons lire Platon et on apprendra à philosopher. Mais vous voyez à quel point c'est élitiste. C'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas faire ça, ça leur tombe des mains, Platon, ou encore Platon, on n'a pas été chez Kant. Ben, tant pis pour eux. On ne va pas chercher des chemins qui rendent l'accès possible à la philosophie. Moi, je trouve ça particulièrement problématique pour une discipline comme la philosophie. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on exclut, je ne sais pas moi, 99,5% de l'humanité de la possibilité de faire de la philosophie par principe, c'est-à-dire par façon de faire? Ben, je ne sais pas, nous ne sommes qu'une discipline qui a pour objet, on pourrait dire, l'acquisition de l'esprit critique, la capacité d'analyser avec une certaine distance sa propre vie et la situation dans laquelle on se trouve impliqué, y compris dans ses enjeux sociopolitiques, et donc d'être un citoyen dans un sens plein du terme, c'est-à-dire capable d'un regard critique, d'un regard distant par rapport aux politiques, par rapport aux décisions qui peuvent être prises. Si on imagine qu'on peut se réduire à ce 0,5% en se disant c'est pas grave, tant pis, je trouve ça vraiment problématique sur la définition même de l'enjeu de la philosophie. À quoi sert la philosophie? Quelle est sa fonction sociale si la façon de faire de la philosophie exclut de fait 95% des gens davantage. D'où la volonté pour moi et un petit nombre d'autres personnes autour de créer une association et puis faire de la philosophie uniquement académique et de se dire non, on peut pas passer une vie à être un super spécialiste de quelque chose en philosophie, particulièrement en philosophie. La philosophie, elle doit avoir un rôle social, mais pour qu'elle ait un rôle social, ben, ça demande un certain nombre d'enquêtes faites sur la didactique de la philosophie. Par quel chemin est-ce qu'on peut faire de la philosophie? Par quel chemin est-ce qu'on peut prendre plaisir à faire de la philosophie? Ça ne va pas de soi. Pourtant, s'il n'y a pas de plaisir chez un jeune enfant de 5-6 ans, ben, c'est mort. Comment est-ce qu'il pourrait prendre plaisir à ce qu'on lui fasse un cours de philosophie? C'est impossible, absolument impossible. Donc il va falloir trouver des façons de combiner le plaisir de la recherche, le plaisir d'être un interlocuteur valable sur une question qui dépasse les 4 heures ou la cour de récréation, d'être considéré comme quelqu'un dont on va requérir la vie, le plaisir de parler avec les autres du même âge, tout ça, s'appuyer sur ce type de plaisir pour commencer une petite œuvre d'être pensant. Alors je ne sais plus du tout où j'en étais, mais c'est normal. Ça fait partie des risques de ce type de conférence où je parle un peu, disons, avec mon cœur. J'en étais à Toczi. Oui, j'avais dit, je ne sais plus pourquoi je parlais de tout ça. Oui, voilà, Toczi, et j'avais fait, oh là là, c'est le chemin. Je parlais de Toczi et je parlais du fait qu'il n'était pas dans une fac de philo, mais dans une fac de didactique de la pédagogie, en fait, une fac de pédagogie, voilà. Bref. Alors, un petit mot sur les dispositifs de Toczi. Toczi, même enjeu double, démocratique et philosophique. Je vous dis, ça va vraiment avec l'essence de cette didactique de la philosophie. C'est de toujours considérer qu'on a un rôle social comme philosophe et que ce rôle social, c'est de former des citoyens et donc de s'adresser à tout le monde dès le plus jeune âge. Alors lui, c'est selon une procédure qui distribue des rôles
C'est-à-dire qui essaye de remettre autant que possible les clés de la discussion philosophique aux enfants eux-mêmes. Alors ces rôles, ils sont de deux ordres. Il y a les rôles qui permettent la parole collective, parce que ça ne va pas du tout de soi de discuter ensemble. Si on organisait ici une discussion, ça vaudrait la peine, et moi je fais ça parfois en formation quand je forme les profs du secondaire, avec les adultes c'est encore plus amusant, de voir quels sont les mécanismes de la discussion libre. Alors je pourrais demander à un certain nombre d'observateurs de vérifier un certain nombre de choses sur l'égalité, sur le langage non verbal, sur les jeux de pouvoir entre les timides et entre les forts en gueule. Vérifier la mythologie de la femme bavarde, par exemple. Est-ce que c'est vrai que les femmes prendraient la parole beaucoup plus souvent, beaucoup plus longtemps, qu'elles seraient comme des pies, tout ça, ou bien pas du tout l'inverse. Vérifier un certain nombre de fonctionnements naturels de la discussion pour sortir de l'idée que discuter ça se fait naturellement, que ça ne s'apprend pas. En fait, on verrait qu'il y a énormément d'obstacles à la discussion, à commencer par le fait qu'on ne s'écoute absolument pas, donc tout le monde parle en même temps, qu'on se fiche pas mal de savoir ce que les autres disent. Alors évidemment, si on ne travaille pas là-dessus, ça ne sert à rien de discuter avec les autres. Autant effectivement être seul devant son livre, ou en conférence à écouter le seul qui parle, parce que à tout prendre, c'est quand même pas plus mal. Donc vérifier, voilà, ces mécanismes de la discussion qui sont vraiment des obstacles. Donc il faut travailler là-dessus, et on travaille là-dessus, alors chez Tozzi, avec un certain nombre de rôles. Il y a le rôle du président de séance, qui est celui qui distribue la parole, et qui la distribue en respectant un certain nombre aussi de règles, de priorités. On note l'ordre des levées de main, puis on donne par contre la priorité à ceux qui n'ont pas encore parlé beaucoup. On veille le climat de la discussion, on rappelle qu'on ne se coupe pas, on ne prend pas la parole sans la demander, voilà. Et c'est un enfant qui fait ça, et ça change tout. Plus ce sont les enfants eux-mêmes qui sont conscients et qui ont des responsabilités, plus c'est considéré effectivement être des dispositifs d'apprentissage. On peut imaginer, et nous on termine ce cycle d'atelier philo chez les enfants, on peut imaginer qu'il n'y ait plus du tout d'adultes. C'est-à-dire que finalement on est formé les enfants à l'animation d'une communauté de recherche, d'une discussion à visée philosophique, parce qu'on leur a donné chacun des rôles qui doivent être exercés, et qu'ils ont eu l'occasion d'affiner comme ça leur conscience des enjeux de leur rôle, des difficultés de leur rôle, qui se sont donné des missions, fois après fois, pour améliorer leur rôle de président ou leur rôle d'animateur, etc. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on termine par une animation où soit ils animent une autre classe, soit ils s'animent entre eux, soit ils animent une discussion avec les parents qui viennent à l'école. Et ça marche très bien, il n'y a vraiment pas de difficulté. Je reviendrai sur ces a priori qu'on peut avoir sur l'absence de capacité d'un enfant, y compris de 6 ou 7 ans, à faire de la philo et à gérer même la discipline collective. Les enfants peuvent apprendre à écouter aussi bien que les adultes. Ils pourraient donner des leçons d'écoute à des adultes, parce que dans le fond, comme on n'a jamais appris à écouter, jamais appris à s'écouter dans une discussion, en général, une discussion entre adultes, on pourrait dire on manifeste très très peu de capacité d'écoute. Donc ça c'est Tozzi, donc distribution des rôles. Il y a des rôles, je disais oui, plutôt gestion de la discussion, gestion des règles de parole, etc., du respect, d'un certain climat qui permet de discuter ensemble, et puis gestion de la dimension philosophique de la discussion. Alors là, c'est encore une autre paire de manches, savoir comment on fait de la philosophie et pas simplement de la discussion. C'est un enjeu délicat, disons. Alors, chez Lippmann, c'est les processus de pensée. Chez Tozzi, oui. Vous avez parlé du philosophe Tozzi. Tozzi, si vous voulez, je peux l'écrire, j'ai mis le tableau. Tozzi, c'est comme ça. Et Lippmann. Voilà. Tozzi, donc les enjeux philosophiques, comment est-ce qu'il fait c'est la mission particulière de 3 rôles.
le rôle du reformulateur, déjà ralentir, vérifier qu'on a bien compris. Il y a un élève qui exerce cette fonction permanente de reformuler ce qu'il vient de traduire. C'est tous des processus de traduction. Quand on prend la parole, on va traduire une idée qu'on a dans une phrase, dans un langage. Et puis l'autre qui écoute doit aussi traduire. Est-ce qu'il a compris la même chose que ce que j'ai voulu dire? Est-ce que j'ai dit ce que je voulais dire? Et ça, il y a des écarts permanents. Enfin, on sent bien. Ça, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà, donc c'est vraiment compliqué. C'est une finesse à acquérir, mais qu'on peut travailler justement parce qu'on travaille tout le temps sur la reformulation. Il y a le synthétiseur. Ça, c'est vraiment essayer de voir des lignes dans la discussion, des oppositions qui se manifestent, des enchaînements. Il y a quelque chose, il y a une piste qui est suivie, qui est prolongée. Enfin, réussir à devenir un bon synthétiseur, c'est vraiment un exercice. Mais c'est un exercice qui peut être conscient. Donc chacun de ces rôles, par exemple, est doublé par un rôle d'observateur qui à chaque fois vient dire les forces et les faiblesses de ce qu'il observe. Et alors, il y a le rôle d'animateur, qui est celui qui prépare la discussion et qui relance par des questions le débat. Alors, troisième technique, c'est Lévin. Alors Lévin, c'est un psychanalyste en fait, psychologue de formation, donc pas philosophe, et ça se ressent assez fort dans son dispositif d'animation, qui est un dispositif qui fonctionne en 2 fois 10 minutes. 10 minutes où la classe est mise en cercle, où on a un micro qui enregistre, où l'animateur donne un mot, pas n'importe quel mot, mais un mot qui permet de mettre l'enfant en lien avec la société, qui permet donc de le considérer comme un interlocuteur sur des choses de société. Ça peut être la justice, ça peut être l'école, la prison, que sais-je. Et la seule règle, c'est qu'on parle quand on a le micro et pas à un autre moment, donc pas de débat, et ça circule de façon circulaire, justement. Il n'y a pas d'autres consignes. Une volonté comme ça de déscolariser, c'est de dire qu'on ne va pas donner des consignes dans la discussion parce que ça va empêcher un certain naturel, une certaine spontanéité, donc ils vont dire exactement ce qui leur passe par l'esprit au moment où ils ont le micro. Mais alors, en analysant après coup, on voit que il y a des échos, il y a des choses qui reviennent, qui se creusent un peu, il y a des contradictions, enfin des contradictions explicites, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit. Voilà. Et on table sur ce genre de processus, et on table là-dessus parce qu'on rajoute un deuxième élément, et après 10 minutes de discussion qui ont été enregistrées, on réécoute. On réécoute, rien que réécouter, c'est s'approprier une voix. Parce que sa propre voix, on ne l'entend pas de la même façon quand elle vient de l'intérieur que quand on la réécoute de l'extérieur. Peut-être que vous avez eu l'occasion de vous réécouter quand vous avez enregistré. C'est souvent compliqué, hein. Il y a vraiment un écart entre ce qu'on entend, ce à quoi on est accoutumé. C'est comme le reflet de soi dans le miroir. Les autres ont une vue sur nous qui est beaucoup plus constante, ils ont une meilleure idée de comment on se tient, de comment on bouge, de comment on est physiquement que nous-mêmes. Parce que nous, il faut qu'on se place devant un miroir pour se voir. Idem sur la voix. Donc c'est tablé sur une sorte de réconciliation avec sa propre voix, d'abord, fondamentalement, mais dès le plus jeune âge, dès la maternelle, vraiment en 3, 4, 5 ans, dès qu'on commence à faire quelques mots, se dire ça vaut la peine de se dire, on va demander un avis, à un enfant son avis sur, je sais pas quoi, le sentiment de la colère, qu'est-ce qu'il en pense, lui. Et puis il va s'écouter, il va prendre plaisir à se réécouter parce que c'est valorisant fondamentalement de se réécouter. Et puis c'est simplement par la répétition de ce processus que on attend et on constate une sorte d'accroissement du moi. C'est que simplement par le fait répéter, d'avoir à discuter pendant très peu de temps, 10 minutes, mais chaque semaine, discuter de thèmes de société, de thèmes sur les émotions, sur l'école, sur que sais-je. Par ce simple fait, on commence
petit à avoir conscience de beaucoup plus de choses, à se poser des questions qu'on ne se pose pas si on n'a pas un espace de parole qui nous permet de les poser. Donc ça, c'est Lévin. Et le dernier dispositif, le dernier courant, c'est brénifier. Alors brénifier, c'est la maïeutique socratique. Alors disons que ça, c'est la version extrêmement musclée dans le dispositif d'animation, parce qu'elle vise à, déchiqueter le discours. C'est pas, disons, dans ces trois courants-là, il y a vraiment une attention, on pourrait dire, une sorte d'empathie, une sorte de climat de la discussion qui va à l'écoute, qui va au sens qu'on peut donner aux choses, et où, par exemple, on a toujours l'occasion d'aller au bout de sa pensée, de la corriger. Alors, avec la maïeutique socratique, non, on est arrêté immédiatement parce qu'on va décortiquer. Et chaque mot prononcé, chaque intonation va être sujette à un questionnement. Si je commence ma phrase par je pense que, on va arrêter. Tu penses que. Tiens, pourquoi est-ce que tu commences ta phrase par tu penses que? Pourquoi ne dis-tu pas immédiatement ce que tu penses? Parce que ça t'arrive par exemple de parler sans penser. Déjà, on va déjà se poser cette question bizarre. Est-ce que ça m'arrive de parler sans penser? Oui, probablement. Enfin, quoique, hein, c'est déjà un abîme, ça. Est-ce qu'on parle sans penser parfois? Mais vous voyez qu'on va buter constamment sur tous les réflexes de langage, mais qui sont souvent illustratifs de quelque chose de plus fondamental, qui est soit une façon de s'exprimer, soit un tic mental, quelque chose qui illustre quelque chose de notre fonctionnement mental. Et c'est extrêmement agaçant, en fait. Il m'arrive assez souvent de former des profs et je passe de moi, enfin je commence plus jamais par la maïeutique socratique parce que ça crée une sorte de climat un peu douloureux comme ça, où plus personne ne me parle à la pause café de la première matinée, donc je dis, je vais attendre un petit peu. Oui, parce que voilà, il y a quelque chose de comme acculer quelqu'un, c'est-à-dire l'obliger à penser ce qu'il ne veut pas penser, lui formuler des questions qui sont contraignantes, pas parce qu'on estime que la question a un intérêt, mais simplement pour l'obliger à penser ce qu'il se refuse à penser. Ce genre de choses. Si je vous demande par exemple, préférez-vous mourir pendu ou noyé, il est probable que vous n'ayez pas envie de vous approprier cette question-là. Je ne dis pas qu'elle a un intérêt en soi, c'est juste si on ne répond qu'aux questions qu'on s'adresse, qui nous semblent intéressantes, mais il y a des choses de soi qu'on ignore complètement. Et donc l'intérêt, voilà, c'est de temps en temps arriver avec une question qu'on ne se formule pas et la rendre contraignante, en se disant, tiens, non, je m'y coltine à cette question. Vous savez que Socrate a mal fini, il y a quelque chose de ça, quoi. Hein. Il se présentait lui-même comme un temps sur la croupe d'un cheval, quelque chose d'agaçant qui vient couper les cheveux en quatre en permanence, qui empêche d'aller au bout de ce qu'on dit et qui va soulever à chaque fois les contradictions qu'il y a dans le discours. Donc ça, un dispositif qui n'est pas trop fait pour les petits-enfants. Si vous allez voir d'ailleurs sur le site de Brénifier, vous verrez les séances de torture qu'il peut faire avec des enfants de 7 ou 8 ans, c'est abominable, donc à vous conseiller. Disons que c'est super intéressant, moi je trouve, quand c'est pris pour un jeu, dont les règles sont claires, dont les enjeux peuvent être explicites, et l'enjeu c'est toujours la conscience de soi, et quand ça ne dure pas trop longtemps, parce que c'est extrêmement fatigant. Et ça pourrait déstabiliser, alors que finalement l'enjeu global de ces dispositifs-là, c'est d'abord de donner confiance. De donner confiance à des enfants à qui on retire par principe la possibilité de penser par eux-mêmes, disons. Alors j'en viens justement à ces questions presque historiques qui expliquent l'émergence de ces dispositifs de philosophie pour enfants, de philosophie à l'école. La première raison qui a rendu possible le développement de ces pratiques-là, c'est justement le changement de statut de l'enfance. C'est tout récent. Dans les historiens, il y a un historien, Philippe Ariès, peut-être que vous avez entendu parler de lui, qui est un historien de l'enfance, justement, et qui signale la modification incroyable du statut de l'enfance au XIXe siècle. C'est-à-dire jusqu'alors, un enfant, ça compte pas. Et ça compte pas même au sens vraiment, on ne compte pas le nombre d'enfants qu'on a eu.
Il y a une phrase de Montaigne qui est incroyable qui dit j'ai perdu 3 ou 4 enfants. Mais c'est inimaginable aujourd'hui qu'on puisse perdre le compte des enfants qu'on a perdus. C'est un tel drame perdre un enfant, c'est des faits. Donc il faut sortir de la naturalité du sentiment qu'on a à l'égard de ces enfants pour se rendre compte qu'il est constitué historiquement. C'est-à-dire, si les enfants comptent aujourd'hui, s'ils sont comme la prunelle de nos yeux, eh bien c'est le fruit de modifications historiques qui leur ont donné un rôle beaucoup plus central aujourd'hui dans une vie d'adulte que c'était le cas il y a à peine 150 ans. Alors, pour preuve de ces évolutions, il y a notamment la Convention des droits de l'enfant, c'est très récent, c'est 1989, et parmi les droits de l'enfant, il y a le droit à penser par soi-même. Voilà, explicitement, le droit de penser par soi-même. Évidemment, ça ne veut rien dire donner à un enfant le droit de penser par lui-même en dehors d'un certain nombre de pratiques qui vont lui permettre de réaliser ce droit-là. Donc ces pratiques-là, elles peuvent s'appuyer sur l'existence d'un droit international qui est un droit de l'enfant, pour dire mais ce droit ne doit pas rester vide, ça doit rester un droit formel. Le droit à penser par soi-même, ça doit être fondé sur une pratique qui donne l'occasion de travailler concrètement à cette pensée par soi-même. Alors, dans les autres conditions qui ont rendu possible l'émergence de ces pratiques-là, il y a aussi la modification des pédagogies. Je vous ai parlé la fois passée de John Dewey et de l'héritage qui a pu être le sien, qui est freiné, et les pédagogies actives, de Crowley, etc. Quand on va vers les pédagogies actives, on va aussi vers l'idée de socio-constructivisme, c'est-à-dire vers l'idée non pas que le savoir se transmet, mais l'idée que le savoir se construit. Et finalement, on fait de la science le modèle de l'acquisition de tous les savoirs, mais la science, c'est précisément un modèle où la vérité est construite. Elle est construite par une expérience, par une hypothèse initiale qui est répétée un certain nombre de fois. Et donc, on fait de ce modèle de la construction du savoir dans les sciences le modèle de tous les savoirs. C'est quelque chose à quoi Lippmann tenait particulièrement. Il parle d'une communauté de recherche dans ce sens-là, c'est-à-dire, voyez comment fonctionnent les chercheurs. Ils n'ont pas intérêt à être seuls, ils ont intérêt à être en communauté, à être plusieurs. C'est-à-dire à profiter du cumul des intelligences, du croisement des regards, de la multiplication des vécus, de la multiplication des expérimentations, des expériences. De la même façon, on va essayer de considérer en philosophie que c'est un processus de recherche qui a intérêt à profiter de la collectivité des intelligences et pas du tout à être fondé sur un personnage brillant. Vous voyez comme il faut aussi sortir d'une sorte de paradigme qui vaut toujours à l'université, qui fait qu'on signe ses ouvrages de son nom à soi, qui fait que si on est engagé, c'est quand on a un CV relativement épais qui montre une œuvre personnelle. Il y a toujours cette volonté de faire œuvre, mais qui est en train progressivement de se déconstruire. On commence par exemple en Flandre, si on veut avoir une carrière de chercheur au FNRS, c'est plus du tout les mêmes procédures qu'en Wallonie. En Flandre, il faut faire partie d'une équipe de recherche. Et il faut avoir amené sa petite pièce dans la recherche collective. En Wallonie, ce n'est pas du tout le cas. En Wallonie, c'est toujours fondé sur un profil de chercheur brillant, quoi. Le type le plus brillant et qui fait sa recherche seul. Finalement, il n'y a pas d'exigence de coopération, de collaboration. Donc voilà, le développement de cette idée un peu socio-constructiviste de la vérité, du savoir, a rendu aussi possible le développement de ces pratiques-là dans le champ de la philosophie qui y était un peu résistant. Troisième condition, disons, de la naissance de ces pratiques-là, c'est l'évolution dans la conception de l'idée de démocratie, c'est-à-dire l'idée d'une démocratie qui n'est pas simplement une démocratie représentative, mais une démocratie qui est fondée d'une part sur le droit d'expression,
On sent ça assez fort, hein, le droit qu'on a à s'exprimer personnellement. Le droit à la parole, le droit à l'opinion propre, c'est le premier amendement aux États-Unis, c'est tout ce qui fait problème aussi quand dans les usages limites de ce droit à l'expression, dans les caricatures de Mahomet, où on parle beaucoup de Dieu donné maintenant, voilà, jusqu'où va ce droit à l'expression d'une opinion personnelle, c'est des questions qui sont importantes aujourd'hui, mais qui sont nouvelles. Ce ne sont pas des questions d'il y a un siècle, ça. La démocratie aussi, elle a évolué au sens où elle est perçue maintenant comme un espace public, qui est un espace de débat. Et il faut donner au mot débat toute son importance, c'est-à-dire démocratie, ça ne doit pas simplement être un lieu d'une expertise, c'est-à-dire il faudrait simplement appeler à la ressource les économistes qui viendraient nous donner un modèle économiquement valide pour sortir de la crise, par exemple. Donc sortir d'une démocratie de l'expertise, où les choses ne se débattent pas, il n'y a que les bonnes solutions, il n'y a que les vérités qui ont l'air de s'imposer, d'où les sciences, disons, vers une démocratie du débat, c'est-à-dire une démocratie qui discute des solutions alternatives, qui discute des modèles disciplinaires alternatifs. Peut-être que l'économie n'est pas le seul modèle d'une décision politique. Donc voilà, tout un climat de ce type-là qui rend, disons, possible, favorise l'émergence de ces dispositifs et plus généralement de la philosophie pour enfants, avec les enfants. Alors il y a une question que ça pose fondamentalement, ces dispositifs, c'est celui de l'éducabilité philosophique des enfants. Parce qu'il ne suffit pas que les enfants soient précieux pour qu'on puisse se dire faisons de la philosophie avec les enfants. Il va falloir se demander dans quelle mesure c'est faisable et de quoi parle-t-on. Dans l'histoire de la philosophie, les avis sont tranchés. Il y a un certain nombre de penseurs qui ont considéré qu'il était impossible de faire de la philosophie avec les enfants. Et par exemple, Hegel, la philosophie se couche à la tombée de la nuit. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne philosophe qu'à un certain âge de maturité, avec un certain nombre d'expériences de vie, avec un certain savoir accumulé, et que c'est seulement à ce moment-là qu'on peut philosopher. Donc on ne peut pas philosopher jeune. Descartes pensait, lui, que l'enfant, c'est le lieu du préjugé, tellement indécrottable qu'il n'y a pas de philosophie possible. Platon, lui aussi, considérait qu'il ne fallait pas faire de la philosophie, mais plutôt, avec les enfants, plutôt en raison des effets qu'on produisait, on risquait de faire des enfants des pinailleurs. Et tout à coup, ils allaient ergoter surtout n'importe quoi, et ça n'avait aucun intérêt. Donc voilà, il y a un certain nombre d'opposants comme ça à l'idée de faire de la philosophie avec les enfants. Le plus souvent, c'est parce qu'on considère que les enfants ne sont pas suffisamment rationnels pour cet exercice de rationalité par excellence qu'est la philosophie. Alors il y a ceux qui, au contraire, ont considéré qu'il fallait commencer le plus tôt possible, comme Épicure, il n'est jamais trop tôt pour commencer, ou Montaigne, celui qui avait oublié le compte de ses enfants morts, mais qui néanmoins disait mais on peut commencer dès la nourrice. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que je trouve que c'est une question un peu biaisée de se demander si les enfants sont assez mûrs assez aptes à philosopher. Et dans le fond, il y a quelque chose qui m'intéresse assez bien, qui s'appelle l'effet Pygmalion. Je ne sais pas si vous connaissez cet effet, qui est basé sur une expérience de Rosenthal, Jacobson, je crois, avec des rats. Il y a le lot de rats qui est mis sous la direction d'un groupe de 6 élèves à qui on dit ceux-là ils sont sélectionnés génétiquement, c'est des brillants, quoi. Et puis il y a les mauvais rats, soi-disant, alors que la sélection a été complètement aléatoire. Et de fait, on verra que les rats qui sont considérés comme brillants parviendront beaucoup plus facilement au bout de leur parcours, alors que dans les rats qu'on a vendus initialement comme les rats génétiquement sous-développés ou mal formés, etc., parfois ne partiront même pas de la ligne de départ. Donc l'effet Pygmalion, c'est, disons, la prédiction créatrice.
c'est de se dire qu'il n'y a pas simplement à interroger les conditions de possibilité d'une pratique, comme la philosophie, quelles conditions y a-t-il à faire de la philosophie, et c'est une condition d'âge, mais c'est de se demander, tiens, si on fait le pari de la philosophie avec des enfants, qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on produit comme modification? Quelle intelligence on éveille chez eux qu'on n'aurait pas éveillé si on n'avait pas fait ce pari-là? Et c'est évident que si vous ne considérez pas qu'un enfant de 4 ans peut donner son avis sur ce qu'est la colère, il ne le donnera jamais, c'est bien sûr ça. Si vous n'instaurez pas un espace de parole qui permet à un groupe d'enfants de se retrouver régulièrement autour d'une question de société, bien sûr que dans la cour de récréation, ils ne vont pas discuter de la peine de prison ou de doit-on manger de la viande ou en quelle mesure on est un animal qui se distingue des autres animaux ou ce genre de choses. Mais par contre, si vous le faites, vous pourrez quand même trouver non seulement un plaisir chez eux à discuter de ça, une valorisation et quelque chose qui s'alimente et qui grandit leur capacité à considérer de plus en plus du champ de l'expérience humaine comme étant un champ qui lui concerne, qui les adresse et sur lequel ils ont effectivement un avis. Alors, peut-être que je vais vous proposer, je vous avais dit, je serai moins organisée parce que trop de choses à dire et ne sachant pas trop comment, dans quel ordre les dire. Ce que je vous propose de faire, c'est de voir un peu maintenant, plus concrètement, disons, quelles sont les dimensions d'un atelier philo, enfin concrètement, quoique. Je réserverai peut-être à vos questions, les questions assez concrètes, mais parlant des dimensions d'un atelier philo avec les enfants, et je dirais qu'il y en a 3. J'ai parlé jusqu'ici de la dimension démocratique et de la dimension philosophique. Il y en a une 3e qui est la dimension existentielle. Alors la dimension démocratique, peut-être, la première chose qui exige cette dimension démocratique de la discussion philosophique, c'est qu'on rompe avec un modèle classique du débat médiatique, et qui est un modèle tellement classique qu'on en est tous imprégnés. Si par exemple vous pensez on ne peut pas discuter avec toi parce que tu n'es jamais d'accord, ça veut dire que vous êtes un peu imprégné de ce modèle un peu héristique, c'est-à-dire ce modèle de la confrontation où on peut difficilement parler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Donc il faut déjà réussir, et c'est le plus fondamental pour la dimension démocratique de l'atelier de philosophie, réussir à ce qu'on puisse se dire c'est super, on n'est pas d'accord. C'est super, on n'est pas d'accord, et donc on va pouvoir de ce désaccord discuter d'autant mieux. Discuter d'autant mieux parce que comme on n'est pas d'accord, l'avis de l'autre va nous permettre d'une part d'envisager mieux les a priori de notre propre avis, et d'autre part d'envisager mieux les positions, les hypothèses qui ne sont pas les nôtres. Autrement dit, le désaccord est absolument essentiel à la pensée philosophique. Et à chaque fois qu'on refuse de discuter avec quelqu'un qui n'est pas du même avis, ça veut dire qu'on quitte le champ de la réflexion rationnelle pour simplement aller dans quelque chose de beaucoup plus émotionnel qui est la volonté d'affirmer son avis. Et alors là, on rejoint tout de suite la dimension philosophique réelle d'une discussion. À quelles conditions est-ce qu'on fait de la philosophie? Certainement pas si on est dans la volonté d'affirmer son avis. Il faut au contraire non pas vouloir l'emporter sur l'autre. Vous voyez que le modèle médiatique il est à fond là-dedans. Quand il y a un débat entre des hommes politiques, un débat entre il va falloir que ce soit musclé. Et c'est vraiment celui qui va réussir à moucher l'autre qui emportera le morceau. C'est ça le modèle qu'on nous vend. Toute la coopération, vous passez de nouveau complètement à côté. On n'est pas dans une société qui valorise ce modèle de coopération. Est-ce qu'il est possible de coopérer alors qu'on n'est pas d'accord? C'est-à-dire de remercier l'autre de la différence des avis,
d'avoir un plaisir à dire « Waouh, grâce à toi qui penses autrement que moi, j'ai vu autre chose du même monde, du même problème. » Et les meilleurs ateliers philo, c'est vraiment ça qui se passe, cette espèce d'émerveillement incroyable, de considérer que celui qui ne pense pas comme nous est presque notre soutien le plus fort. Alors je disais, lien avec la dimension philosophique, parce que la philosophie, ça ne consiste pas à affirmer un point de vue, à défendre un avis pour l'emporter, ça consiste beaucoup plus fondamentalement à essayer d'évaluer les raisons qu'on a de penser ce qu'on pense. Donc, pas avoir raison, mais évaluer les raisons. Et donc à avoir à l'égard de ce qu'on pense un regard d'évaluation. Est-ce que j'ai raison de penser ce que je pense? Mais si vous vous demandez, tiens, quand je discute avec quelqu'un, à quel moment est-ce que je suis prêt à réviser mon avis? À quel moment est-ce que je suis prêt à changer d'avis? Vous pourriez dire presque jamais. En fait, la modalité naturelle de la discussion, c'est la modalité où on considérerait comme une perte, comme une défaite, le fait de renoncer à son avis. Pour réussir là à inverser de nouveau presque le système émotionnel qui fait que on est humilié de ne pas réussir à défendre son avis jusqu'au bout, pour au contraire arriver à un climat qui permet de se dire chouette, je pense plus la même chose. Alors ce qui permet ça, c'est que tout ça soit explicite. Si vous ne rendez pas les enfants conscients ou les adultes conscients de leur mécanisme naturel, c'est-à-dire on pourrait dire sociologique, c'est comme une époque, leur façon naturelle de se glisser dans la parole, ils n'ont aucune chance de conquérir une autre façon de parler et ils n'ont aucune chance de faire de la philosophie collectivement. Faire de la philosophie collectivement, ça exige absolument de donner une place de parole à l'autre qui a une valeur et qui n'est pas simplement le réceptacle de ce que je pense, moi qui vais continuer à penser ce que je pense au bout du compte. Parce qu'alors, il vaut mieux ne pas faire de philosophie dans ce cas-là. Ça c'est la dimension démocratique, disons, de la discussion philosophique. La dimension philosophique proprement dite, c'est toujours très très compliqué de savoir à quel moment est-ce qu'une discussion est philosophique. Est-ce que ça dépend du thème? On pourrait dire toute discussion existentielle est une discussion philosophique. Mais ça ne paraît pas tout à fait suffisant. D'abord parce qu'on peut faire de la philosophie sans parler des problèmes existentiels. Il y a de l'épistémologie, on parle de la connaissance, c'est pas nécessairement existentiel. Il y a de l'esthétique, on parle de l'art, du beau, c'est pas nécessairement existentiel. Il faut faire le droit à plus large que les questions existentielles pour faire droit à ce qu'on appelle classiquement philosophie. Mais alors bon, comment est-ce qu'on fait de la philosophie? Qu'est-ce qui est le garant de la philosophie? C'est pas le thème lui-même. Si d'un même thème on peut parler philosophiquement, mais aussi autrement, scientifiquement ou non philosophiquement. Eh bien, ce qui fera qu'il y a de la philosophie, on pourrait dire que dans tous ces dispositifs, c'est fondé sur la réflexivité. C'est-à-dire que c'est fondé toujours sur, on pourrait dire, réflexivité au sens réflexion, comme la réflexion dans le miroir. Je vous ai dit ça au sujet de sa voix, réflexivité au sens où on entendrait sa voix enregistrée. Est-ce qu'on peut faire la même chose au sujet de ce qu'on pense et de ce qu'on dit? Avoir cet effet de distance qui fait qu'on regarde ce qu'on pense ou ce qu'on dit. Vous voyez qu'on a ça directement dans le dispositif Lévin par le simple fait qu'on enregistre et qu'on réécoute et qu'on peut créer cet effet de distance de façon mécanique, rien que par ce dispositif on enregistre et puis on réécoute. Dans tous les autres dispositifs, il y a toujours des observateurs. Il y a toujours des observateurs particulièrement, enfin ça peut être de plein de choses, je vous l'ai dit, mais des observateurs des habiletés de pensée, ou des observateurs d'un participant en particulier, et au sujet de ce participant, ils vont essayer de dire, a-t-il posé des questions? Quelles questions?
a-t-il argumenté? Quel type d'argument? A-t-il défini les mots qu'il utilisait? Et puis, quel est le conseil que je lui donnerai pour la fois d'après? Mais ce genre de choses qui permet pas simplement de plonger dans une discussion dont les thèmes pourraient être philosophiques parce qu'ils sont existentiels, politiques, éthiques, etc. Mais aussi simplement cet effet qui est produit vraiment par une façon d'organiser la discussion, simplement en créant des observateurs, eh bien, de rendre quelqu'un plus conscient de quelque chose, de le mettre à distance de lui-même et de le rendre donc aussi plus apte à distinguer toutes ces opérations de la pensée qu'il peut faire de façon inconsciente initialement. Plus un enfant est conscient de ce qu'il fait, plus on estime qu'on lui donne des outils qui libèrent sa pensée. Imaginez dans un débat, on vous demande votre avis, je ne sais pas moi, sur l'adoption par un couple homosexuel. Vous avez immédiatement un positionnement qui est presque instinctif, immédiat. Est-ce que vous faites de la philosophie pour autant? Si vous défendez votre avis, on pourrait dire que dès que vous commencez à argumenter, peut-être que vous faites un peu de philosophie. Mais si vous commencez à être conscient, par exemple, du type d'argument que vous sollicitez, on sollicite un argument psychologique, on sollicite un argument sociologique, ou que sais-je. On peut déjà, rien que la conscience du type d'argument qu'on sollicite nous ouvre des champs possibles où on va pouvoir d'abord considérer l'avis de ceux qui pensent autrement que nous en se disant, ben oui, peut-être que dans le champ de la psychologie, c'est normal d'avoir des soupçons à l'égard de l'adoption. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, je ne suis pas psychologue, peut-être que ce n'est pas du tout normal de soupçonner l'adoption dans le point de vue de la psychologie. Alors si en plus on vous dit, mais quand vous défendez un avis, vous pouvez le défendre de plein de façons différentes. Vous pouvez donner des exemples, mais vous pouvez aussi, quand vous donnez des exemples, chercher des contre-exemples. Vous pouvez comparer, vous pouvez distinguer, vous pouvez définir, vous pouvez objecter, etc. Il y a 250 habiletés de pensée, pour vous dire que je vous en donne quelques-unes qui sont distinguées, qui sont nuancées. Et on essaie de rendre les enfants de plus en plus conscients de toutes ces habiletés de pensée, simplement comme si c'était des outils pour penser autrement, penser mieux, penser plus à fond, faire le tour d'une question, rien que parce qu'on a tous les outils qui nous permettent de voir, tiens, formellement, presque, est-ce que j'ai envisagé tous les angles sous lesquels je pourrais envisager cette question, est-ce que j'ai fait le tour? Donc voilà pour la dimension philosophique. La dimension existentielle, maintenant, elle est un peu contenue déjà dans la question de la réflexivité. Se voir soi-même, c'est déjà là travailler la conscience de soi, la conscience par exemple, la hiérarchie de valeurs qu'on a. Je peux savoir, par exemple, que je suis plutôt pour la peine de mort, allons-y, parce que je serais, par exemple, je mettrais dans la hiérarchie des arguments en priorité les arguments de type économique. Moi, j'aurais une grille de lecture de la société qui fonctionne d'abord à partir de l'économie, et je me dirais, je suis pour, parce que c'est économiquement beaucoup plus rentable, la peine de mort. Je vais vous chercher un exemple un peu lourd, mais un peu tiré par les cheveux, mais je veux dire, voilà, conscience d'un système de hiérarchie de valeurs qui fait qu'on est pour ou contre certaines choses et qu'on a conscience aussi que les autres sont pour ou contre à partir d'un autre système de valeurs. Quelqu'un qui est pour, qui est contre la peine de mort, c'est peut-être parce que pour lui, la vie n'a pas de prix, par exemple, et que donc c'est pas l'argument économique qui peut permettre de trancher sur cette question-là. Vous voyez que dès que vous arrivez à mettre le système de valeurs au jour, il y a des éléments de compréhension et on sort de la conflictualité problématique. On a vu sur l'idée, mais t'es vraiment un salaud, t'es contre, t'es pour, enfin. Mais non, c'est vraiment comprendre comment est organisée la vision du monde de l'autre qui justifie qu'il a la vie qu'il a. Voilà, ce genre de choses. Donc la dimension existentielle, c'est d'abord cette dimension de conscience de soi. Il y a des choses assez amusantes dans la maïotique socratique, c'est de temps en temps de se confronter au sens commun. Brenifier demande assez régulièrement, comme ça, quand quelqu'un défend un avis, c'est
est-ce que tu penses que le sens commun, c'est-à-dire le groupe, le sens commun est représenté par tous ceux qui sont là au moment où on parle, est-ce que le sens commun est d'accord avec toi? Penses-tu plutôt oui ou plutôt non? Est-ce que tu as été plutôt clair ou plutôt pas clair? C'est-à-dire, est-ce que tu peux sortir de toi-même pour essayer de voir si tu te regardais de l'extérieur, qu'est-ce que tu penserais de ce que tu as dit? Et ça peut être ça aussi pour qualifier un avis. Si vous avez une formule, vous êtes tout à fait pris dans cette formule, et il est possible de demander mais que penses-tu de quelqu'un qui dit que? Comment tu qualifierais cette personne qui dit ça? Et voilà, essayer de faire ce pas d'écart qui me permet de dire ah ben tiens, je dirais que c'est quelqu'un de super inquiet. Ah, voilà. Et pourtant je ne suis pas inquiet, pourtant je n'ai pas le sentiment d'être inquiet. Vous voyez, ce genre d'effet d'écart qui permet de se rendre compte de ce qu'on donne à voir aux autres et de la façon comme en parlant de quelque chose, on parle toujours de soi-même. Donc réussir à voir ce qu'on met de soi-même quand on parle d'un objet commun. Parce que sinon c'est très compliqué de parler d'un objet commun. On ramène tous tellement nous-mêmes qu'on n'est même plus sûr qu'on parle de la même chose. Donc ce travail est presque préalable pour être sûr qu'on comprend la même chose, qu'on a la même représentation. Il y a des conflits de mots en permanence. Sous un même mot, on peut mettre des tonnes de choses différentes. Il faut vraiment se mettre d'accord d'abord aussi. Alors dans la dimension existentielle, il y a aussi ce fait fondamental de se risquer à la parole, collective, se risquer à dire ce qu'on pense dans un groupe. Alors, il y a peut-être parmi vous ceux pour qui c'est facile. Il y a ceux peut-être qui n'ont justement pas eu la possibilité de se risquer à cette parole ou de s'acclimater. Pas si facile de prendre la parole devant un groupe et d'assumer sa pensée, surtout qu'elle est fragile, elle est en risque, peut-être que je vais dire une bêtise. C'est tout ce processus qui compte et qui veut dire aussi qu'il y a de l'humilité nécessaire. On n'est pas là, comme dans un cours de philo académique, à tellement voler au-dessus des nuages et dans la complexité qu'on rend presque la parole, la question, on y met des obstacles. Poser une question après une conférence de philo, c'est beaucoup plus compliqué. Ou après un cours de philo hyper technique, c'est compliqué, on n'est pas sûr qu'on peut se permettre de le faire. Mais voilà, c'est surtout pas être dans ce monde-là pour être dans un monde qui privilégie aussi la question. Pas le savoir tout constitué, mais le fait de pouvoir se poser comme quelqu'un de questionnant, qui prend plaisir à questionner. On remarque que dans l'école classique, c'est le prof qui parle 80% du temps. Ça veut dire qu'il reste très peu pour les élèves. Ça veut dire qu'il reste très peu aussi pour, par exemple, les timides, ceux pour qui c'est pas évident de se glisser dans la parole, tout cela, c'est fini. Dans les 20% qui restent, ils ne parleront jamais. Mais c'est toute une vie qui passe ainsi dans le silence et dans le côté timoré et timide. Alors qu'on peut très vite s'acclimater à sa propre voix, à sa propre parole, prendre plaisir à ça, et finalement comme se réconcilier. Et se réconcilier, ça veut aussi dire se réconcilier avec sa parole. Ça veut aussi dire que c'est la considérer comme quelque chose de précieux. Le problème, c'est que la parole aujourd'hui, c'est comme une poubelle, quoi. Si vous entendez parler des jeunes, dans une classe particulièrement, d'abord ils pensent qu'ils ont le droit de parler. Si par exemple je coupe parce que je fais un exercice version magnétique-socratique, il y a comme une fureur là, j'ai le droit d'aller au bout de ma phrase. Calme. On va d'abord évaluer ce droit, le droit d'aller au bout de sa phrase. Est-ce qu'il y a d'autres formes de droit qui rentreraient en conflit, comme c'est toujours le cas quand on a le droit de quelque chose, est-ce qu'on a un conflit avec un autre droit? C'est toujours compliqué la question du droit. Mais le droit d'aller au bout de sa phrase, ça veut aussi dire ce qu'on tient fondamentalement à dire ce qu'on a sur le cœur, mais qu'il y a aussi un aspect très émotionnel de la parole, c'est en gros vider son sac. J'ai le droit de vider mon sac, j'ai le droit de renverser mon discours comme une brouette là, je renverserai au milieu du groupe.
Mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas de considération. C'est ça le prix à payer, c'est le droit à la parole et le droit à aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait dire. Ça veut aussi dire que peu importe ce qu'on dit, on peut dire tout et n'importe quoi. Si au contraire, je peux faire peser un autre droit, ce serait le droit à quelque chose de réfléchi, de mûri, le droit à une parole qui compte. Mais si une parole compte, ça veut dire qu'elle n'est pas déversée de la même façon, ça veut dire qu'elle commence à devenir rare et précieuse. Et donc voilà, se réconcilier avec sa parole, c'est aussi cet autre aspect qui est commencer à considérer que parler, c'est pas juste pour se vider. Dans une civilisation très psychologisante, la parole a vraiment encore plus pris cette connotation de je vide mon sac. On a vraiment cette idée que la parole est libératrice. Ça y est, je l'ai dit, c'est bon, je peux ne plus écouter ce qui suit. C'est vraiment ça qui se passe dans les classes, avec tout ce que ça comporte de déconsidération finalement fondamentale pour la rigueur. La rigueur d'une parole qui est nuancée, qui est précise, où j'ai bien ajusté ce que je pensais à ce que j'ai dit, où ça compte après ce qu'on va faire de ce que j'ai dit, je ne m'en libère pas les mains, c'est mon avis, après, si vous n'êtes pas d'accord, c'est encore le même prix. C'est tout ça qu'il faut rebrousser, là, parce que c'est quand même vraiment presque des tendances qui c'est un peu de façon très... c'est des courants impérieux, quoi. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est lui parler de quelques réserves, de quelques obstacles qui peuvent se présenter à ces pratiques. Après, vous en avoir donné après les dimensions, les intérêts, tout ça. Mais vous verrez qu'à chaque fois que je vais mettre des réserves, je vais de toute façon les déconstruire juste derrière. Alors il y a deux réserves, je dirais fondamentales, une réserve philosophique, une réserve psychologique au fait de faire de la philo avec les enfants. Vous voyez la réserve philosophique arriver à grands pas, c'est pas de la philo. La philo c'est pas ça, et la philo a une façon de faire qui ne peut pas se prêter à un public d'enfants, surtout pas d'enfants de primaire. Alors il y a aussi toute une critique dans les rangs des philosophes de la dimension orale de la philosophie. C'est-à-dire qu'on conteste que la discussion puisse être un genre philosophique. On trouve ça particulièrement chez Deleuze, qui dit que d'une part, la parole va plus vite que la pensée. Donc on ne peut pas penser par la parole. Il faut le processus pour ralentir. Sinon, voilà, précisément, cette parole qui ne compte pas, elle est presque inéluctable dans la discussion. Et ça veut dire effectivement que dans toutes ces méthodes, il y a toujours des façons de ralentir. Parce que si vous êtes dans le flux de la parole, vous n'arriverez pas à peser un tout petit peu ce que vous dites. Le truc tourner cette fois dans sa langue dans sa bouche, là c'est rien d'autre qu'une façon de dire que pour réfléchir, il faut du temps. Donc ménager un temps, ça c'est absolument indispensable, effectivement. Ça vous donne déjà une petite idée de la façon dont je compte procéder avec ces critiques. Je pense qu'elles sont absolument valables au sens où ce sont des obstacles qu'il ne faut surtout pas négliger. On ne peut pas faire facilement de la philosophie en discutant, c'est vraiment très compliqué. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas le faire, ça veut dire que généralement on ne le fait pas parce qu'on n'a pas mesuré la difficulté. Mais justement, les obstacles, on peut en prendre la mesure et on peut se donner les moyens de les surmonter. Je vous dirai après pourquoi ça vaut la peine de les surmonter, c'est-à-dire pourquoi ça vaudrait éventuellement la peine de garder la dimension orale de la philosophie plutôt que de passer à l'écriture ou à la lecture qui sont des pratiques, disons, beaucoup plus traditionnelles. Alors la discussion, les problèmes qu'elle a, c'est donc sa rapidité, c'est aussi qu'elle est souvent combat de coq, comme je vous le disais, c'est une chose que je le souligne, c'est qu'elle est le règne de l'opinion. On dit ce qui nous paraît sensé en gros, mais ça veut dire que ne s'y pense jamais rien de problématique. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à aller chercher quelque chose de rare, d'important, que souvent c'est tellement de déversement, d'opinions faciles, que ça ne vaut pas la peine de discuter. Deleuze dit ça en tout cas. Donc, éprouver le plaisir de refuser la discussion, de se taire et de surtout
surtout ne pas se repaître de cette conversation banale qui parle du bon temps, qui parle de tout et n'importe quoi, mais de tout sauf philosophie. Donc voilà, autre défi, c'est que discuter, ce ne soit pas se répandre en opinion sur les choses qui vont de soi. C'est difficile, hein, effectivement, si vous demandez à un enfant son avis sur quelque chose, ça se peut bien que ce soit assez fort, ras des pâquerettes, donc il va falloir avoir des outils pour permettre justement que quelque chose comme un problème apparaisse. Il y a une valorisation du problème. Quand on dit vous avez des problèmes, il est probable que vous n'ayez pas beaucoup ça, des problèmes. Et ici, il va falloir se dire, ah chouette, un problème, c'est-à-dire au lieu que tout soit lisse, au lieu que tout aille de soi, il va falloir rompre avec ce régime de l'évidence pour voir un problème là où initialement il pouvait ne pas y en avoir, un beau problème. Alors pourquoi l'oralité malgré ses difficultés il y a d'abord l'idée que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire on pourrait penser que l'oral c'est superficiel alors qu'on irait en profondeur quand on travaille par la lecture et l'écriture. Mais le problème, c'est que c'est une certaine conception du superficiel. C'est qu'on risque comme ça, non pas de penser par soi-même, mais d'aller rajouter des couches de culture générale, des couches d'opinion assez complexes, et finalement d'avoir comme ça des tas de couches qui parfois entrent en contradiction parce que on a emmagasiné la philosophie de Platon, celle d'Aristote, celle de Kant, et puis on a dû vraiment se familiariser avec tous ces univers et cette complexité. Mais on ne pense pas de cette façon-là, on ne travaille pas finalement réellement sur ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'on pourrait continuer à penser exactement la même chose que ce qu'on pensait initialement, on n'aura pas travaillé sur le fond des opinions et des convictions qu'on a, on aura juste rajouté des tas de couches très informés, très raffinés, tout ça, mais qui ne modifieront pas la structure même de nos avis, presque notre positionnement instinctif. Donc dans l'oralité, il y a aussi la possibilité, Lévin parlait de ça, d'une philosophie naturelle, directe. Allez là où vous êtes, on ne va pas essayer de parler de choses immensément complexes, dites ce que vous pensez vraiment, parce que c'est à partir de ça qu'il faut travailler. Il faut travailler tout de suite tellement haut dans le ciel que on ne sait même pas ce que vous en pensez vous initialement, on ne sait même pas comment vous allez faire le cheminement qui va vous permettre de déconstruire ce que vous pensez avant de voir comment vous allez reconstruire. Donc l'oralité, ça permet ce côté en prise directe avec quelle est l'opinion réelle de chaque personne qui va se prêter à l'exercice de la philosophie. Alors l'autre critique, c'est une critique psychologique. C'est de dire, ça on a trouvé ça quand on a lancé notre association, la Philocité, tout de suite, il y a eu toutes sortes de psychologues qui nous ont écrit en nous disant mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites, est-ce que vous avez mesuré les impacts psychologiques d'un atelier de philosophie sur un enfant de 6 ans, est-ce que vous avez mesuré qu'on ne peut pas comme ça sans risque parler de thèmes existentiels comme la mort, pourquoi pas. On vient de faire des animations autour d'un spectacle qui parlait de la mort, qui était particulièrement poignant. Alors la première chose à dire à ce sujet-là, c'est qu'il faut d'abord démythifier un peu une enfance qui serait dorée et qui n'aurait pas accès à la dimension problématique de l'existence. Un deuil pour un enfant, c'est quelque chose de douloureux. Il ne faut pas penser qu'il vit ça sur le mode du conte, la mort un peu... Non, dès qu'on part, non pas de ce que nous on pense, mais de ce que les enfants pensent, de comment eux ont une représentation de la mort. Et quel est le problème? Ça va être partir de leur problème à eux, leur problème existentiel, en ne soupçonnant surtout pas qu'ils n'en ont aucun, parce que l'enfance c'est doré, c'est magique, c'est Bambi, je ne sais pas quoi.
Non, un enfant vit des choses problématiques et c'est bien dommage de considérer qu'on ne peut pas en parler avec lui et de considérer comme un interlocuteur qui peut faire quelque chose avec son vécu problématique. À cet égard, il y a d'ailleurs un intérêt particulier de la philosophie dans sa dimension orale aussi et dans cette dimension de traiter le vécu existentiel problématique avec les enfants qui sont en décrochage scolaire. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. On pourrait penser que l'atelier de philo, il n'est pas fait pour les enfants qui sont considérés par les profs comme les mauvais, quoi, les tout mauvais, ceux qui doublent, qui redoublent, etc. Et en fait, ce qu'on voit, nous, c'est très fréquent, c'est presque systématique, c'est que ces enfants sont particulièrement les enfants pour qui l'atelier de philo est vraiment un lieu d'expression. Pour quelle raison? C'est qu'il est probable que ces enfants qui sont en décrochage scolaire vivent des trucs compliqués. Il est probable qu'ils aient précisément un vécu familial, social qui est difficile et qui est d'autant plus difficile que, étant épinglés comme des mauvais élèves, ils ont aussi à assumer cette étiquette qui leur est collée et qui est aussi quelque chose qui renforce souvent la difficulté. Donc offrir à des enfants de ce type-là un espace de parole qui est aussi valorisé, alors là il faut être super attentif aussi à valoriser cette parole un peu fragile d'un enfant ou d'un ado qui traverse quelque chose de compliqué, mais c'est justement la possibilité que ces enfants-là retrouvent une certaine estime parce que en fait, ils sont tellement engagés dans la discussion, parce qu'ils ont tellement de difficultés réelles à affronter, et que ça compte pour eux d'en parler, et bien qu'ils ont pour eux un investissement dans l'atelier de philo qui dépasse largement ceux qui n'ont aucun problème, qui finalement ils n'ont pas vraiment besoin de discuter de la mort. C'est d'autant plus intéressant de discuter d'un thème que vous avez un vécu problématique autour de ce thème-là. Oui, alors ça amène aussi peut-être un ajustement sur une définition qu'on peut se faire de la philosophie, c'est que la vision qu'on a de la philosophie, elle est de nouveau très historique. C'est-à-dire, la philosophie, c'est la philosophie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, donc ça peut être la philosophie académique, qui est une philosophie de commentaire de texte, qui est une philosophie d'historien de la philosophie, hein. Mais ça n'a pas toujours été ça. Je trouve d'ailleurs qu'il y a un intérêt particulier de la philosophie académique à étudier ces pratiques-là, parce que ça lui permet de remettre en perspective ces pratiques philosophiques. C'est-à-dire, la philosophie, c'est pas simplement une histoire au sens de l'histoire des doctrines, c'est aussi une histoire des pratiques de la philosophie. On n'a pas fait de la philosophie toujours de la même façon. Et notamment, peut-être que vous avez entendu parler de ça, la dimension thérapeutique de la philosophie dans la Grèce antique. Donc la philosophie était considérée initialement comme une thérapie de l'âme. Et c'est précisément dans ce cadre-là on essaie de renouer plutôt avec ça, une dimension thérapeutique de la philosophie qui fonctionne comment. Ça peut être intéressant d'aller voir chez les stoïciens parce qu'ils sont très explicites justement sur cette dimension thérapeutique de la philosophie. Ils disent d'abord que toutes les émotions qu'on a, elles sont fondées sur des jugements. Si par exemple je trouve que la mort est triste, c'est que j'ai un jugement typé qui apparente la mort à quelque chose de triste. C'est pas la mort elle-même qui est triste, la mort c'est un événement, voilà. C'est le jugement que je porte sur la mort, et il peut être autre ce jugement. Il est probable qu'ici dans la salle, il y ait des jugements différents sur la mort, selon les vécus. Peut-être que vous avez vécu des expériences traumatisantes qui fait que votre jugement est beaucoup plus douloureux et génère beaucoup plus de tristesse. Mais peut-être que vous avez vécu des expériences de décès qui ont été particulièrement sereins et qui vous amènent à juger que la mort n'est pas quelque chose de douloureux ou de triste. Donc l'émotion, elle est suscitée par un certain jugement. Donc si vous travaillez sur votre jugement, si vous travaillez à peser les raisons que vous avez de juger les choses comme vous les jugez, ben vous vous retrouvez aussi une certaine mainmise sur vos émotions. Si vous voulez, c'est le pari inverse de la psychologie. On considère beaucoup plus une sorte de priorité de l'émotion sur le jugement dans la psychologie. Vous êtes ému par quelque chose et puis ça vous amène à juger. Et là, c'est l'inverse. Vous jugez les choses et c'est parce que vous les jugez ainsi que vous êtes ému.
que vous êtes en colère parce que vous avez jugé que tel geste était une offense. Mais dans le fond, tel geste, peut-être qu'un autre jugera tout autrement et éprouvera donc une toute autre émotion. Vous voyez, c'est sous cette forme-là. Ça veut dire que dès que vous faites un travail sur vos jugements, un travail qui est avec cette image de la main, il y a les choses que vous jugez en toute certitude, c'est comme un point fermé. Je suis certain de certaines choses, j'en suis sûr. Mais il y a certaines choses où la main est un peu plus ouverte, là, je suis moins certain. Est-ce que vous arrivez à évaluer la force de conviction que vous avez dans vos jugements, d'abord? Est-ce que vous êtes certain d'une chose? Est-ce que vous êtes vraiment certain? Et puis, est-ce que vous arrivez à moduler le degré de certitude en ayant évalué justement ce jugement-là? Est-ce que vous avez raison d'être certain de ça? Ou est-ce que vous devriez au contraire être moins certain et avoir à l'égard de cette opinion-là, de ce jugement, quelque chose qui s'ouvre un peu et qui se dit, voilà, je ferais mieux de ne pas m'endormir sur mes certitudes. Alors sur les effets thérapeutiques de ça, il y a d'abord le simple effet de compréhension. C'est dès que vous comprenez que vous avez jugé de cette façon-là, dès que vous avez une distance par rapport au jugement que vous avez porté, et que vous comprenez que ce n'est pas la situation elle-même qui comporte ce jugement, mais que c'est vous qui la jugez comme ça, ben, il y a quelque chose qui est apaisant. Quelque chose qui se dénoue. Si vous comprenez pourquoi vous êtes monté sur vos grands chevaux, voilà, ça va tout à coup être beaucoup moins compliqué. Alors il y a aussi cet effet apaisant, et je trouve que c'est intéressant de se formuler comme ça, des sciences. C'est considéré par exemple qu'il y a dans la connaissance scientifique du monde, particulièrement dans la connaissance astronomique, connaître les mouvements des astres, voir les choses de tellement loin, il y a quelque chose de très apaisant. Sénèque, qui est un stoïcien, tout à la fin de sa vie, il écrit des questions naturelles. On pourrait même dire qu'il n'écrit plus que ça. Mais alors il dit la raison, qui est une raison thérapeutique, c'est qu'il voudrait avoir l'âme au bord des lèvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être prêt à mourir. Je suis vieux, il est temps que je m'apprête à mourir, et comment est-ce que je vais m'apprêter à mourir? Eh bien, c'est par un certain rapport à la connaissance, et je vais connaître le monde, mais dans sa généralité la plus grande. C'est comme une variation du point de vue. Au lieu de regarder les choses de tout près, là, je vais les regarder de tellement loin que ça va produire un effet d'apaisement et comme me permettre d'avoir le larme au bord des lèvres, pouvoir quitter cette vie serein, parce que d'une part, j'aurais vu que je ne suis qu'une petite fourmi dans un immense monde, et que finalement c'est pas bien grave si je meurs. Et d'autre part, j'aurais vu la chaîne de causalité. C'est que les choses s'enchaînent, tout est causalement déterminé. Et ma mort, elle est causalement déterminée comme de tas d'autres événements. Et voilà, elle fait partie d'un grand tout, de chaîne de causes, où les choses s'articulent les unes aux autres. Et si j'arrive à voir ça, ben, tout à coup, ça va aussi me... Voilà, c'est considérer que les émotions qu'on traverse sont très fortement liées au point de vue qu'on adopte sur le monde, à la fois au jugement qu'on porte et à la proximité ou au contraire l'éloignement avec lequel on regarde les choses. Donc on fait ça parfois dans des ateliers de philo, je propose ça, des exercices comme d'accommodation du jugement, essayez de regarder quelque chose de très près, vous êtes englouti dans cet événement, par exemple un incendie, vous êtes dans l'incendie, vous voyez les flammes, vous sentez la chaleur, vous entendez des gens crier, vous êtes dedans. Comment est-ce que dans quel état êtes-vous? Et puis vous regardez cet incendie, mais de très très loin, c'est de l'autre côté de la planète, vous n'avez pas vu d'image, vous entendez vaguement parler, vous voyez une chaîne de causalité parce que l'incendie, elle est suscitée par ceci, cela, il s'explique. Et vous voyez comme l'état n'est pas du tout le même. Je trouve que c'est intéressant aussi par rapport au journalisme contemporain, qui est toujours un journalisme de la vue de près. On vous montre toujours les corps gesticulants, les flammes, les cris, tout ça. Ben, voilà, c'est aussi un effet d'éducation immédiate, se dire, stop, c'est une question de perspective, de point de vue, mais il est possible d'accommoder le regard et de regarder les choses de très très loin et de mesurer l'impact que ça fait émotionnellement. Voilà, je ne sais pas si je vais, à mon avis non, hein, voilà, je me disais bien, j'avais parlé beaucoup trop longtemps. Donc je vais vous laisser un petit quart d'heure de questions, réactions
en m'excusant d'avoir été aussi aujourd'hui. Et je viens de la politique, et je vais vous donner un exemple. En 1960, et je suis du Parti Socialiste, bon, c'est clair. Non, mais c'est pour bien expliquer les choses. En 1967, il y a eu le congrès de Verviers des socialistes wallons, où on a posé les jalons de l'État fédéral, puisqu'il y a l'État fédéral. Et pendant 2 jours, il y a eu un débat à Verviers, où les fédérations, les individualités, etc., s'exprimaient. 2 jours. Il y a eu des amendements. Et puis alors, maintenant, le congrès de nos partis est organisé de telle façon qu'on puisse parler, on puisse donner une synthèse très courte de ce congrès pour les médias. Ça veut dire que vous avez finalement une structure pyramidale qui fait de plus en plus de choses. Et c'est fait pour le mien, c'est fait aussi pour le autre. Parce que c'est un contexte comme ça. Donc, bon, le débat. Quand vous entendez une interview d'une personnalité, que ce soit littéraire, que ce soit n'importe quoi, au journal télévisé ou bien à la radio, vous disiez continuez la phrase, achevez la phrase. Combien de fois l'interlocuteur, la personne interviewée, peut-elle achever sa phrase sans être coupé par le journaliste? Il parle 10 secondes et puis le journaliste l'interrompt. Bon, bon, finalement ça devient tout à fait important. Donc, je trouve qu'on est dans une société qui est en pleine contradiction. Finalement, il y a un côté psychologique, etc. On dit, bah ouais, allez, c'est parfait. Et d'un autre côté, quand il faut prendre quelque chose d'important, quand il faut dire quelque chose d'important, quand il faut prendre des décisions importantes, on vous coupe la parole. Et la structure est faite de telle façon que vous n'êtes pas vraiment là. Je dirais plusieurs choses à ce sujet-là. Sur le journalisme, il y a l'inverse, la pression chronométrique inverse de ce que je disais, c'est-à-dire le journalisme, c'est un temps de parole extrêmement bref et il faut bourrer le maximum de choses sur le temps de parole extrêmement bref. Autrement dit, il n'y a pas de pensée possible face à un journaliste. Il y a des philosophes qui refusent d'aller s'exprimer dans les médias. Bourdieu a analysé justement la façon de fonctionner des médias en disant ce n'est pas fait pour les intellectuels, autant ce n'est pas fait pour se donner un espace ou problématiser quelque chose qui demande un certain temps. On ne peut pas juste voir. C'est flash. Alors sinon, je distinguerais 2 choses dans la parole. Il y a une dimension effectivement psychologique de la parole libératrice et c'est pas du tout la même chose que la dimension politique de la parole. Il y a un livre qui me paraît intéressant de Sennett qui s'appelle Les tyrannies de l'intimité, où il diagnostique justement une société de la parole intime, de la confession, de la révélation. Le fait même que par exemple dans les médias, on juge de la valeur d'un homme politique, non pas à ses actes, à ses décisions politiques, mais plutôt à son authenticité. Il prenait l'exemple de Nixon et de son discours sur son chien, là, après de Watergate, c'est-à-dire, au lieu de parler de ce qu'il avait fait, il a parlé de ses intentions, il a parlé de sa vie de famille et de son chien, il a pleuré, il a versé une larme. Voilà, tout un dispositif qui fait passer le privé, l'intimité, l'intention, plutôt que les faits, les gestes, les actes publics, et une dimension tout à fait politique de la parole, qui n'a rien à voir. Ça, c'est de la manipulation. Oui,
c'est aussi le fruit d'une société qui fait de l'authenticité la première des vertus, celle à laquelle on juge, y compris le domaine politique, alors qu'on pourrait juger le domaine politique sur les choix à faire, les alternatives. C'est là qu'il y a le débat, c'est quand on se dit il y a des choix. C'est pas quand les choses sont aussi une politique de l'expert, il n'y a jamais de choix. C'est toujours l'expert qui va déterminer le meilleur choix, il n'y a pas de débat. Effectivement, moi je dirais juste que la philosophie me semble plus nécessaire dans une société où il n'y a pas de débat, où il y a peu de débat. Parce qu'elle est susceptible d'amener du débat là où il n'y en a pas. Et donc, de la discussion, là où les choses vont de soi, elles sont décidées dans l'indifférence, voilà, sans qu'on ait même vu quel type de problème pourrait se poser, quel type d'alternative pourrait exister. Mais voilà, je voudrais assez largement ce diagnostic. Oui. Vous avez bien montré qu'il existe des outils, grâce aux 4 auteurs que vous avez cités, pour amener la philosophie chez les enfants. Oui. Qu'en est-il en Wallonie dans les écoles aujourd'hui? Alors, il n'y a pas d'institutionnalisation de ces pratiques-là. Il y a des pays où c'est obligatoire. C'est le cas en Norvège, en Australie, dans certaines régions, au Québec. Voilà. Alors, c'est évidemment pas du tout le cas en Belgique. La philosophie, on peut passer une vie entière une vie scolaire sans y avoir touché du tout. C'est tout à fait possible, c'est même voire probable. Donc, de ce point de vue, on n'est certainement pas en avance. Par contre, il y a des inspecteurs des cours philosophiques, que ce soit le cours de morale ou bien les cours de religion, qui sont des férus particulièrement de Lippmann, qui est, disons, je disais Lippmann, un immense succès. On peut dire la Belgique, elle est principalement lippmannienne. C'est tout juste, on ne méprise pas absolument les autres. On a intérêt, moi, à en parler pour pas aller trop dans le sens de l'élection d'une méthode détruisant les autres. Donc des inspecteurs qui obligent, plus ou moins, disons, une sorte de pression assez massive à ce que les profs des cours concernés suivent des journées de formation. Donc c'est plutôt du côté de la formation continue que ça se joue. Il y a des structures aussi, des ASBL qui existent ici à Mons et à Phare. Lippmann aussi, à Bruxelles et à Philomène, avec une revue de philo pour enfants qui s'appelle Phileas et Bulle, qui existe depuis 10 ans là. Lippmann aussi, à Liège et Philocité, voilà. Et c'est des associations qui font comme des petites bulles, disons, qui font de la formation continue de profs, qui font des animations dans les écoles, où parfois du coup il y a des projets philosophiques qui se mettent en place. Mais ça n'a pas cet aspect institutionnalisé qui permettrait d'avoir une formation en amont que tous les instituts. Il n'y a pas de reprise par le ministère, par exemple, du fondamental. Il n'y a pas vraiment un intérêt. Enfin, c'est vrai que depuis 30 ans, on débat pour savoir si on va mettre de la philosophie dans le secondaire et qu'on appelle les cours de religion cours philosophiques, ce qui est un non-sens de toute façon, et qu'on ne sait pas très bien si le cours de morale c'est quand même un petit peu de la philosophie, oui, probablement, mais enfin on peut parler du code de la route aussi. Oui, donc on est dans un statut très ambigu et très, très dommageable pour la cervelle de tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui résiste fondamentalement dans le secondaire en Belgique, c'est les querelles de chapelle entre laïcs et confessions différentes. Et je pense qu'on ne parviendra pas à se mettre d'accord sur un cours de philosophie qui serait distinct de ces cours-là. Si on fait un tronc commun comme ça avait été pensé, là, toute la question c'est toujours, ça veut dire quoi un tronc commun philosophie si les gens ne sont pas formés à la philosophie? On peut vite mettre tout et n'importe quoi derrière ce mot-là. Donc c'est déjà ce qu'on fait quand on nomme tous ces cours-là cours philosophiques. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc ça c'est au niveau du secondaire. Après au niveau du primaire, j'ai jamais entendu parler d'un projet autre que de temps en temps permettre un détachement pédagogique
détacher un prof de l'enseignement pour lui demander spécifiquement d'aller animer des discussions philosophiques dans le maximum d'écoles. Alors ça existe sous cette forme-là. C'est très favorablement accueilli, encouragé. Et aussi, un autre truc qui est assez favorablement accueilli, c'est ce qu'on vient de faire à l'Université de Liège, en partenariat avec l'Université et l'Université de Liège, c'est créer un certificat universitaire en pratique philosophique en disant il y a peut-être un enjeu à institutionnaliser, justement pour éviter ce fossé d'un côté la philo académique, de l'autre côté les pratiques philosophiques, du type discussion philosophique avec l'enfant, et proposer une formation universitaire. Donc voilà, ça, c'était grand bravo, zéro financement, mais allez-y. Oui. Pour revenir à votre question, est-il heureux de faire de la philosophie des enfants? En fait, on leur apprend, on postule une capacité à apprendre le langage. Certains se montrent extrêmement performants, parce que les enfants de 5-6 ans qui parlent plusieurs langues, qui ne les mélangent pas. Et ils apprennent après à calculer, ils apprennent à faire des choses. Je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas capables de penser philosophiquement. D'ailleurs, comme dit Lucas dans toutes ses conférences de M. Sénus, si la philosophie a comme but d'apprendre aux gens une diplôme, il n'y a pas de raison de commencer tôt. En fait, actuellement, nos écoles, j'étais professeur de maths, j'étais directeur d'un collège, en fait, on leur apprend à être quoi, finalement, l'objectif de l'enseignement, c'est produire des élèves productifs et compétents dans certains domaines, et en plus, compétitifs. On ne leur apprend pas à être heureux. On ne leur apprend pas non plus à être un citoyen responsable. On ne leur apprend pas à être un animal politique en organisme. On leur apprend simplement des savoirs fonctionnels, mais on ne leur apprend pas l'être. Et c'est à déplorer, parce que je regrette que ce débat sur un cours de philosophie de l'enseignement secondaire soit aussi lamentablement mené et qu'il n'aboutisse pas. Ça me paraît une telle évidence. Je connais l'argument contraire, parce que quand j'exposais cette idée auprès des professeurs ou des responsables d'enseignement, je disais, ah oui, sur quoi va-t-on prendre les maîtres? Eh bien, je leur explique très longuement et très facilement en penser à propos de maths. Moi, je prétends qu'on peut diviser les cours de maths par deux. Parce qu'on apprend un tas de choses inutiles aux élèves. Mais on ne leur apprend pas à réfléchir mathématiquement. Comme vous dites, on ne leur apprend pas à réfléchir en philosophe. Mais on leur apprend des maths. Mais on n'en fait pas des matheux. Pour autant. Et dans beaucoup de branches, c'est le même phénomène. Donc on peut économiser un temps précieux sur des savoirs utiles à les remplacer par des dispositions d'esprit qui donneraient de la place à des cours de formation qui là sont des cours de civisme, des cours d'initiation politique ou philosophie. C'est tout à fait possible, mais la volonté n'y est pas. Non, et il est d'autant moins que quand l'UNESCO fait des enquêtes, ça lui arrive assez régulièrement, des enquêtes sur le niveau de la philosophie dans le monde. Par exemple, ce qu'elle constate, c'est un net recul de la philosophie au profit des matières immédiatement professionnalisantes, plus techniques. Donc, on fait beaucoup plus de sciences économiques et beaucoup moins de philosophie maintenant. Donc, on a supprimé des tas de filières philosophiques. Alors, le problème, c'est qu'il y a aussi une responsabilité des philosophes, au sens où les façons de faire de la philosophie peuvent être aussi mises en cause. Par exemple, le bac philo en France, c'est une catastrophe. Ça dégoûte absolument l'immense majorité des élèves. Donc on ne peut pas non plus valoriser la philosophie si la philosophie est une discipline qui dégoûte. Donc il y a des façons de faire qui doivent absolument aussi tabler sur le plaisir et pas simplement sur l'exigence, indépendamment de la conquête d'un plaisir à l'exigence. C'est ça le pari compliqué. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, simplement, en général, la politique, elle est faite à partir des situations existantes, par exemple, les profs nommés, ceux qui sont salariés à vie, comme ils sont avec la formation qu'ils ont, et puis comment va-t-on accommoder cette situation existante? Le modèle idéal, il explose en vol, ça, on ne peut rien faire, on peut juste faire des micro-accommodements. C'est comme ça que ça se discute sur les cours philosophiques. Si on pouvait faire table rase, on dirait à partir de maintenant, on engage des gens qui sont formés
aux méthodes d'animation philosophique. On ne peut pas faire ça. Les profs qui sont là, ils sont là, et puis du coup, voilà, on veut ménager les susceptibilités, les carrières, voilà, la politique, quoi. Par exemple, politique, il faut s'entendre sur le sens du mot. Donc, politique politicienne et puis politique au sens justement des débats qu'il faudrait avoir, des options fondamentales qu'il faudrait clarifier pour prendre le parti. Vous faites plutôt de la politique dans ce sens-là, mais en général, la politique, c'est de la cuisine. Je vais peut-être faire la limite de tout le monde, mais la religion, ce serait peut-être possible de supprimer les cours de religion, les différentes professions, et les mettre l'argent sur la philosophie. Parce que la religion, c'est une affaire d'éducation des parents. Ça demande une modification de la Constitution. De religion musulmane, et on existe déjà. Il y a comme musulmane, c'est pour faire la démocratie. Mais c'est dans la Constitution belge l'obligation d'organiser un enseignement religieux. Alors ça se justifiait, je trouve, d'une façon, c'était respectable. C'était de dire justement qu'il faut que la société, à travers l'école, joue un rôle d'éducation qui permet de faire un écart entre le dogmatisme qui est transmis à l'intérieur d'une famille et qu'il puisse y avoir justement cet écart. L'école allait pouvoir discuter avec une certaine distance. Alors déjà, c'est pas tout à fait ça qui est fait, ça dépend un peu des profs, ça dépend. Disons qu'il y a des cours de religion qui sont des cours de religion dogmatiques et donc qui ne jouent pas cette fonction d'éducation religieuse qui aurait permis à des enfants nés dans un milieu absolument verrouillé du point de vue dogmatique, du point de vue religieux, voilà, d'avoir un petit peu d'air et de prendre un peu de perspective sur la religion avec laquelle ils étaient nés. C'est très problématique et moi j'ai en formation des profs de religion musulmane qui disent si je fais ça, mais les parents viennent me casser la gueule à la sortie des cours. Il y a une attente parfois qui est vous avez une mission que vous ne pouvez pas vous permettre de négliger. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça sur la page? On supprime. Compliqué. Oui. La Constitution n'oblige pas à suivre un cours de religion. Elle oblige à l'organiser dès qu'il y a une demande. Dès qu'il y a une demande. En d'autres mots, si personne ne demande, on peut le remplacer par autre chose. Oui, voilà. Donc c'est sur la demande qu'il faut jouer. Oui. Ça, c'est marrant, vous remarquerez qu'ici, il n'y a que des hommes qui ont posé des questions. Sur le mythe de la femme bavarde, si, il y a moi. Il y a moi. Oui. Je suis malheureusement des voyageurs sans doute de cette sans doute. J'ai écouté toute votre conférence avec beaucoup d'intérêt, d'étonnement aussi, parce que je ne savais même pas que le mouvement existait. Et je me rends compte qu'on vit quand même en quelques dizaines d'années un formidable changement de paradigme, en d'autres choses aussi. Mais quand j'étais élève ici, c'est pas hier, à la télé Mons, sur une classe de, mettons, 24 élèves, il y avait 2 élèves qui allaient suivre le cours de morale laïque pendant que tous les autres restaient tout naturellement pour leur religion. C'était les enfants qui allaient en morale, comme on dit, c'était très bien, comme les autres, ça m'a pas, il en avait 2. Vous voyez ce que je dis? Or, maintenant, j'imagine que ça doit être tout de même très différent. Pour tout ce qu'on a dit, j'ai le sentiment que je suis arrière-grand-père, ça m'intéresse beaucoup. J'ai des enfants, des petits-enfants de 5 ans, 4 ans, et je me voyais, par exemple, essayer de leur faire de la philosophie, une fois surtout des colères et des caprices, et je me disais, c'est bien joli de laisser les enfants discuter de tout le temps, j'étais prof aussi. Si on laisse discuter les enfants tout le temps, on ne fait plus grand-chose d'autre, vous savez, et on aura des enfants exigeants et qui ne veulent plus aller se coucher, qui veulent manger du chocolat. C'est ça aussi la discussion, vous savez,
dire qu'ils doivent plutôt manger son porridge que du chocolat. Ça devient épuisant si on a 4-5 enfants. Ça peut être un peu des propos un peu terre-à-terre, que moi je n'ai pas de formation en philosophie. Ben, disons que ce n'est pas de la discussion philosophique. Par contre, il y a justement peut-être un intérêt à avoir une discussion philosophique avec eux sur les caprices. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste dans leur caprice, mais dans une analyse de leur caprice. Ce qui est peut-être un peu plus intéressant. Ce n'est pas un moment de négociation avec eux, ce n'est pas un moment non plus de liberté sans borne où ils disent justement tout ce qu'ils leur plaît de dire. C'est au contraire un moment où il doit y avoir un peu d'exigence. Donc, ce n'est pas tout à fait dans ce modèle-là. Oui. Que quand on dit, on a la chance de pouvoir vivre dans l'intimité d'enfants, et qu'on est attentif à ce qu'ils expriment, à ce qu'ils disent, on peut vraiment parfois être frappé par la qualité, l'adéquation, la profondeur de la réflexion. En fait, très bref, quelques mots qui ne sont même pas relevés, mais qui pour moi, font penser que c'est l'atelier de philosophie peut-être très utile. Je pense qu'ils peuvent finir très, très performants. Je crois. Oui, moi, je ne vois pas un écart énorme entre un atelier de philo enfant et un atelier de philo adulte. Je ne suis pas si évident que ça dans la façon de parler, certainement, mais dans la série des avis qui sont exprimés, oui. Par expérience menée depuis plusieurs années à l'Académie populaire de Caen, Gilles Josière, vous savez, des résultats ou est-ce que vous connaissez des études, est-ce que ça a des résultats sur les enfants qui eux en France sont amenés peut-être à faire des philosophie? C'est similaire à la Belgique et en France, c'est-à-dire que c'est pas plus institutionnalisé. Disons qu'il y a parfois des IUFM qui sont des instituts de formation de maîtres où il y a des gens qui sont formés à ça et qui forment un contingent d'instituts dans cette pratique-là. C'est relativement la même chose qu'en Belgique. Alors les résultats sont de Caen et de Geneviève, je n'en sais rien, mais par contre, je connais mieux les études qui sont faites au Québec dans le cadre d'un programme de lutte contre la violence où on a lancé justement dans toute la province du Québec de la formation continuée des profs obligatoire à l'animation et discussion philo, version Lippmann toujours, et où on suit ça de très près. Il y a des comptes rendus mois par mois que doivent faire les profs de leurs ateliers de philo, et on se pose la question justement du civisme des élèves, de la régression éventuelle de phénomènes de bagarre. On essaye particulièrement dans les zones d'éducation prioritaire avec des enfants où la violence est le premier réflexe. Donc on mesure ça. Et effectivement, il y a des effets tout à fait évidents de lutte contre le recours à la violence. Disons que dès qu'il y a une sorte de langage intérieur qui se crée, qui permet de donner un sens à sa colère, d'analyser une situation, le recours aux coups ou aux insultes est beaucoup moins rapide. Et alors il y a une autre série d'études qui sont faites vraiment avec des analyses de verbatim. Le verbatim, c'est le compte-rendu écrit de discussion sur les habiletés de pensée et où on mesure l'évolution de la pensée des enfants, surtout avec les éléments métacognitifs, c'est-à-dire tous les éléments qu'ils ont de conscience de ce qu'ils font. Toutes les fois où ils peuvent commencer une phrase en expliquant ce qu'ils vont faire, pourquoi ils vont le faire. Et ça, de nouveau, c'est aussi assez évident qu'en une dizaine d'ateliers de philo, il y a déjà des réflexes de ce type-là. Alors moi, j'ai suivi un cours en ligne de l'Université de Laval au Québec, qui est un cours d'observation d'ateliers de philo pour enfants. Et c'est assez frappant de voir comment des gamins de 7 ans peuvent commencer une phrase en disant moi là, je voudrais faire une analogie. Une analogie, mais comment est-ce qu'il m'articule en plus analogie? En fait, il sait très bien ce que c'est une analogie.
parce qu'ils ont fait un exercice sur les analogies. Ils voient tout à fait l'intérêt de faire une analogie dans le cadre, là, pour essayer de penser autrement le problème. Et voilà, je trouve ça assez remarquable en fait de voir effectivement cet effet Pygmalion dont je parlais, c'est-à-dire l'effet non seulement sur la structuration de la pensée, sur la conscience réflexive et sur l'acquisition du langage. Parce que vraiment, il y a une précision et une rigueur qui peut se créer parce qu'on est obligé de nuancer les termes, de les définir, de se mettre d'accord avec les autres sur ce qu'on entend par ces termes. Et ouais, c'est pas mal, je trouve. De nouveau, plutôt que de présupposer une certaine capacité langagière, essayer de voir quels effets produit le postulat qu'ils ont suffisamment de bagage pour faire de la philo, de bagage langagé pour faire de la philo, et voir que ça a un effet sur la rigueur du langage, sur la précision. Ouais. Oui. Et pas seulement conceptuel, vraiment. Et je peux dire que je vis ça dans les... Alors pas dans les ateliers où c'est une fois, c'est quelque chose où il y a une exposition ou une pièce de théâtre, on fait un atelier, puis après, pour que ça digère un peu, pour que quelqu'un discute un peu de ce qu'ils ont vu, ils ont visité un cours de concentration. Si on faisait un atelier philo pour en parler, là, c'est plus du soulagement et du plaisir de la parole, mais il ne se crée rien d'intéressant. Et sur le cycle, au moins une dizaine, c'est le minimum. Oui, alors là, on voit non seulement le groupe qui se constitue autrement parce qu'il parle de choses qui ont un sens un peu plus profond. Le plaisir pris à la philo, la façon dont on est accueilli quand on arrive, la fierté de faire ça, les habiletés de penser qui ont des effets sur les autres matières aussi, c'est très transversal évidemment. Comme monsieur disait, on peut faire de la philo sur les maths et ça a un effet immédiat, une compréhension de l'intérêt des maths parce que ça a un sens, qu'on a réfléchi à je sais pas, est-ce que le monde existe, des trucs passionnants en plus. L'infini, c'est super, l'infini. Beaucoup de plaisir de vous entendre. Excusez-moi, je vous en Je demanderai à une femme de parler. Je voulais dire un mot sur les cours de philosophie, et deuxièmement sur la partie de la philosophie et de l'enseignement. Sur les cours philosophiques, j'ai côtoyé assez bien ce sujet, les profs de morale et les profs de religion. Je veux dire que on a un cours très important, etc. Et que l'économie certains philosophiques à l'intérieur de la religion et une morale. Et il faut une sorte de point commun sur ce sujet. Comme ça, c'est un point. Deuxième point, je suivi et bien compris, même dire qu'on vit dans la région du privé, quand vous avez parlé plutôt que de transmettre des savoirs, ou appréhender des compétences, etc. Et je crois que c'est là le danger si on instaure un cours de philosophie. Il ne faudrait pas que ce soit un cours d'histoire de la philosophie. Parce que pour avoir suivi un cours d'histoire de la littérature, je dois vous dire que dans l'histoire de la littérature, et risque d'en être dans l'histoire de la philosophie, l'histoire manque de littérature. Et l'histoire en elle-même a beaucoup d'intérêt, mais une fois qu'on est dedans, c'est un peu trop poussé dans ce sens. Alors je me demande si au-delà du monde supplémentaire, c'est pas plutôt la pratique des enseignants qui à l'intérieur de leur propre faire quelque chose, de faire appréhender le mécanisme qu'ils ont utilisé, ça me paraît extrêmement. Oui, avec nous, on essaye sous cette modalité-là, par exemple au Brésil, on essaye de faire de la philo, non pas un cours spécifique, mais quelque chose de transversal à toutes les disciplines, en imaginant que dans tous les cours, on pourrait faire, ça demande une formation, voilà, c'est toujours
ça le nerf de la guerre, la formation. Et je pense qu'ils ont pu réviser assez fondamentalement leur système en sortant de la dictature. Et qu'il y a eu vraiment. La philosophie a entièrement été repensée comme un neuf. On n'avait pas cet effet d'accommodement des dispositifs anciens qui bloquent toujours. C'est on commence à zéro, là, qu'est-ce qu'on fait? Et ça donne une marge. Penser autrement l'interdisciplinarité. Bon, il est bon.